Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Cette semaine, mon invité est nul autre que Martin Chouinard. Bonjour, bienvenue à l'émission Connaissez-vous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, mais vous m'avez peut-être entendu à la toute première de l'émission. Je suis Katia Darèche et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir celui qui vous offre cette belle émission depuis 1 an maintenant, parce qu'on est en mars 2018. Et là, bien, ça fait 1 an que l'émission Connaissez-vous a vu le jour et j'étais la toute première invitée de Martin. Donc, pour bien faire les choses, là, c'est extraordinaire parce qu'il m'a offert le privilège de vous le présenter parce que lui aussi, on veut le connaître. Et là, on va lui dire bonjour. Bonjour, Martin. Bonjour, tout le monde. Qu'est-ce que ça te fait d'inverser les rôles comme ça et de te retrouver l'invité? C'est très spécial parce que, bon, l'intervieweur a toujours un petit stress à faire des entrevues avec les gens. Oui. Mais je comprends là aujourd'hui des fois pourquoi que certaines personnes ont des réticences à venir ce soir à mon micro. Mais d'un autre côté, ça fait un bout de temps qu'on s'était dit qu'on ferait ça, qu'on ferait à quelque part dans la vie de Connaissez-vous l'entrevue inverse avec moi, mais ça me fait plaisir de le faire. Ben, je suis vraiment contente, en tout cas, que tu me donnes l'honneur de te recevoir. Il est vrai que des entrevues, j'en ai beaucoup fait, mais là, d'interviewer mon ami comme ça, c'est vraiment quelque chose. Et j'avoue que moi aussi, j'ai un petit trac, même si je te connais vraiment bien et que je pourrais t'amener à peu près partout, j'ai un petit trac quand même. Et puis, en tout cas, je pense qu'on va avoir du plaisir. Quand même, ben oui. La glace est brisée, de toute façon. L'émission est commencée, puis là, je me gêne pas pour le dire. On a notre petit verre de vin, puis... Oui, absolument. Absolument. Et puis, ben, on se fait ça, c'est friendly, c'est cordial et tout ça. On va avoir du plaisir. Et puis là, dis-nous donc, un petit peu comme tu fais avec tes invités, dis-nous, ben, d'abord, tu t'es sûrement pas gêné de nous dire ta date de naissance. Non, puis de toute façon, je pense que je l'ai dit dans d'autres émissions parce que j'aime ça toujours situer les gens par rapport à l'époque de naissance des invités, puis des fois par rapport à moi aussi, parce que j'ai reçu des invités quand même assez jeunes. Oui. Puis je me gêne pas pour le dire, tu sais, c'est moi qui est le vieux dans ce temps-là. Ben ce soir, c'est moi qui est la vieille, mais pas beaucoup, mais bon. Mais pas tant que ça. Parce que bon, moi je suis né le 3 octobre 1975. Je suis né à La Sarre, en Abitibi. Oui. Ça, La Sarre, c'est dans le nord-ouest. C'est où dans l'Abitibi? C'est dans le nord-ouest. Là. OK. C'est très... Quand t'arrives en Abitibi, tu passes par Val-d'Or, tu passes par Rouyn, puis après ça, tu t'en vas complètement là dans le nord-ouest, à La Sarre. Oh là là, donc tu fais un bout dans l'Abitibi. Je fais un bon bout dans l'Abitibi. Moi, je m'amuse souvent à dire, quand tu fais le trajet en autobus, bon, ça prend 11 heures me rendre à La Sarre. Ah oui. Ça prend 11 heures se rendre à La Sarre. Et si, admettons, tu le fais de nuit, parce que moi, j'aime ça le faire de nuit, ben à 6h30, t'es rendu à Val-d'Or. Oui. Mais à 10h15, t'arrives à La Sarre. Ça qui te reste encore... bon, en autobus, c'est sûr, c'est plus long, on fait des arrêts et tout ça, là. Mais tu sais, tu dis, hey, je suis rendu en Abitibi, mais je suis encore loin. Pas encore chez nous. Wow! Et ça veut dire que, parce que bon, ben, non, je vais aller là après, mais j'allais dire, ça veut dire que tu pouvais pas voyager à tous les jours pour aller à l'école, mais on va y revenir. Donc, est-ce que ton handicap visuel est de naissance ou pas? Ben, mon handicap, il est moitié de naissance et moitié pas. Ah bon? Ouais. Et ça, je sais qu'il y en a qui le savent pas. Moi, je suis né avec une microphthalmie dans l'œil gauche. Là, en langage médical, c'est un œil qui est sous-développé. Et forcément, je ne voyais pas avec cet œil-là. Mais j'avais quand même mon œil droit qui était à 100% valide.
Oui. Et le 30 septembre 1976, donc 1 an moins 3 jours avant... hein? Avant ton Ben oui, mon premier ton anniversaire, j'ai eu malencontreusement un accident qui a fait en sorte que j'ai perdu, là, je dirais 90% de mon œil droit. Oh là là! Donc, mais tu t'en souviens pas. Je m'en souviens j'imagine. pas. Et je pense que c'est mieux comme ça. Oui, c'est sûr, c'est certain. Mais c'était quoi l'accident? Est-ce qu'on t'a dit quand même ce qui s'était passé? Oui, on me l'a dit, on me l'a raconté quand même souvent. C'est que j'étais sur une chaise d'enfant et je suis tombé de ma chaise et je me suis cogné l'œil valide sur le coin du calorifère électrique. Oh là là! Donc, je me suis littéralement crevé l'œil. Et comme on était en Abitibi dans ce temps-là, bon, en Abitibi, ils pouvaient rien faire pour ça. Ils nous ont transférés dans un autre hôpital en Ontario, je crois que c'est à Kirkland Lake, si ma mémoire est bonne. Et là, à Kirkland Lake, ils ont dit, ben, il n'y a rien à faire avec ça. C'est qu'ils ont fait une opération comme pour refermer la plaie. Et ils ont comme cousu tout l'œil ensemble. Ils ont fait comme un chou-fleur, tu sais, avec Aïe, aïe, aïe! avec mon œil. Et ça a fait de l'infection et tout ça. Et c'est suite à ça qu'ils m'ont transféré à Sainte-Justine et qu'à Sainte-Justine, ils ont dû comme défaire l'opération déjà existante pour essayer de réparer les dégâts, mais c'était comme trop tard. Tu sais, si j'avais été transféré directement à Sainte-Justine, probablement qu'il aurait pu faire mieux. Mais comme il y avait déjà eu une opération qui s'était infectée et tout ça, ben ça n'a pas été possible. Mais il te reste quand même à peu près un 10% Oui. de cet œil-là et zéro de l'autre œil. À peu près, ça ressemble un peu à mon type de vision. Oui, hein, on a souvent comparé un peu notre vision. Hein, c'est ça. Quand on était jeune, là, c'était comme... on essayait de comprendre un peu la vision de chacun, oui, c'est ça. Avec d'autres termes, puis d'autres mots, puis d'autres façons de se comprendre. Là. Oui. Mais oui, effectivement. Et là, toi, est-ce que tu fais ton primaire... Est-ce que tu commences un petit peu l'école en Abitibi ou tu viens directement à Jacques-Ouellette? J'ai commencé en Abitibi et ça, c'est pas des bons souvenirs. Oh! Mais faut se reporter là quand même au début des années 80. J'ai fait une prématernelle. Moi, j'ai fait une prématernelle parce que j'étais je suis né le 3 octobre, donc j'étais né 3 jours après la date limite là pour commencer l'école à 5 ans. Oui. Donc j'ai commencé moi l'école à 6 ans. J'ai fait une prématernelle, j'ai fait la maternelle en Abitibi dans mon école de quartier. Puis j'ai fait la première année aussi à l'école de quartier. Puis j'en ai des souvenirs. Hein. Il y a des fois qui disent non, je m'en souviens pas, mais moi je m'en souviens et je me souviens que c'était pas évident. Parce que j'étais capable de lire l'écriture en gros. Oui. Donc j'avais quelqu'un qui recopiait comme tous mes cahiers en gros caractère. Oui. Et ce que j'ai su, puis là, je jette pas de pierre à personne, là, je vous le raconte pour vous le raconter, mais ma directrice ne me voulait pas dans son école. Oh non! Ouais, c'était comme ça. C'est vraiment dommage. Ouais. Et j'avais une professeure itinérante déjà à ce moment-là qui venait en Abitibi. Il y avait un monsieur qui est décédé maintenant, mais je vais vous en reparler sûrement tantôt, qui était non-voyant aussi, qui vivait à La Sarre. Et à un moment donné, le professeur itinérant, ce monsieur-là, qui s'appelle François Marion, il y en a sûrement qui le connaissent aussi, décédé très jeune d'ailleurs, et qui ont commencé comme à essayer de convaincre ma mère de m'envoyer à l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui était pas Jacques Ouellette à ce moment-là. Et évidemment, ma mère était vraiment déchirée parce que, c'était ça demandait de se séparer de toi pendant des longues périodes. Oui, exactement. Pour mon bien.
Hein? Oui, ben pour ton bien, certain, mais... Ça a été fait pour mon bien. Oui, tout à fait. Mais évidemment, on voyage pas Longueuil-la-Sarre matin et soir, Non. à toutes les semaines. Non, on voyageait Longueuil-la-Sarre quand il y avait des congés scolaires. Pas 3-4 fois par année. Là. Moi, j'ai eu quand même la chance de le faire plus souvent que ça. Ben à Noël, tu retournais chez toi. Oui, mais moi, je me souviens qu'en tout cas, les 3-4 premiers mois, j'avais trouvé ça très difficile. Puis j'avais dit à une travailleuse sociale qui s'occupait de moi, j'avais dit, moi là, je veux aller en Abitibi plus souvent. Et je comprends. J'y allais plus souvent. J'y allais là, à chaque fois qu'il y avait les fins d'étape, puis tout ça. Oui. Puis j'y allais en avion. Oui, je me rappelle de ça. Oui, j'y allais en avion. Ça allait beaucoup plus vite. Ben oui, parce que là, sinon, comme je le disais, en autobus, c'était 11 heures aller, 11 heures retour. En avion, c'est quoi, 1 heure? 1 heure, oui. À l'époque, là, oui, c'était 1 heure avec la grosseur d'avion que c'était, là. C'était 1 heure. 1 heure. Ouais. Mais j'ai sauté un petit quelque chose. Oui. Puis je veux quand même faire une petite parenthèse pour y aller. Tu as des frères. Hein? Ta famille, là, vous êtes 4. On est 4 enfants. 4 enfants. Donc, 3 frères voyants. 3 frères voyants. Qui n'étaient pas tous arrivés quand je suis parti. Il manquait mon dernier frère quand je suis parti de la maison. Et d'ailleurs, il y a eu comme un délai entre moi et mon frère qui me suit de 4 ans. Parce que je pense que même mes parents ont hésité. Est-ce que tu es l'aîné de ta famille? Oui. OK, d'accord. Oui. Mes parents ont hésité avant d'avoir d'autres enfants à cause du handicap. Ils avaient peur que les autres enfants soient touchés aussi par un handicap? Oui, puis la microphthalmie, là, je pense que c'est un enfant sur 100 000 qui naît avec ça. Oh là là! Les chances étaient très minces. Très minces. Puis l'accident, ben là, ça demeurait un accident. C'est un accident, ben oui. C'est ça. Voilà. Donc, c'est sûr que quitter ton milieu familial, tes parents, tes frères, etc., presque toute l'année, je comprends que tu voulais y retourner le plus souvent possible, et au moins tu avais la chance de faire ça. Mais est-ce que toi, tu as connu ce que moi j'ai connu, par exemple, les modules quand on était interne, puis on couchait moi, j'ai pas été interne. T'as pas connu ça, toi? Non, moi, j'ai pas été interne. Okay. Moi, j'ai été en famille d'accueil. Tout de suite? Dès le début. D'accord. Qu'on a été visité, d'ailleurs, avant. Parce que tu débarques. En tout cas, tu débarques pas. J'ose croire que non. Là. Ouais. En tout cas, moi, non. Je me souviens que j'avais été visité avant. Ouais. Et je me souviens que j'avais été quand même j'avais hâte, là. Une fois que j'avais rencontré la famille d'accueil, j'avais quand même hâte d'y aller. Oui, OK. Oui. Et est-ce que c'était la famille Aubé dès le début? Oui. OK, parce que moi, je les connais, parce que tantôt, on va y revenir, mais on a fait un petit bout ensemble dans la même famille d'accueil. Et ça a toujours été les OB. Pendant les 5 ans que j'ai été à Nazareth-Ouibraille et ensuite à Jacques-Ouellette, là, ça a toujours été la même famille. Bon, ben c'est bien, ça veut dire que la connexion était bonne, ça cliquait bien. Oui, quand même. Quand même. Oui. J'aime bien le quand même. Ah ben il y a des quand même surtout. Ah oui. Parce que non, ça a pas été. Il y a eu des moments plus difficiles. Quand je suis arrivé à l'école, là, moi ce que je me souviens que j'avais dit au professeur puis à la professeure itinérante puis tout ça, j'avais dit là à Nazareth-Ouibraille, je fais comme tout le monde, je fais comme les autres. Hein, au niveau de l'apprentissage puis tout ça. Ben oui. Parce que là, je suis arrivé en 2e année. Puis il fallait que j'apprenne le braille. Mais j'ai appris. C'est vrai, en 2e année, puis il faut apprendre le braille en même temps. Oui, mais j'ai appris le braille, puis j'ai fait le programme de 2e année. Et je suis passé en 3e année après. Ça s'est bien passé. Fait que j'ai pas fait comme vous. J'ai pas sauté d'année. Non, OK. Mais je n'ai pas perdu d'année non plus. Pas du tout. Ouais. C'est quand même, quand même extraordinaire. Là, apprendre le mode d'écriture, puis continuer le programme quand même. Mais je me souviens que j'ai appris ça facilement parce que je me disais, hey, je suis capable de lire avec ça, là, avec ces petits points-là. C'est ça. C'est stimulant quand même. Puis quand on est jeune, en tout cas, moi je me souviens pas, là, mais je pense qu'on a le toucher quand même assez développé. Puis on n'a pas de misère à repérer les points. C'est ça. Moi, je me souviens pas. Ça a été facile pour moi aussi. Oui. Oui. Puis pour moi aussi. Oui. Ça, j'en ai des souvenirs.
C'est ça, hein? Ouais. Mais d'ailleurs, t'es un maniaque du braille. Je suis un brailliste. T'es un brailliste convaincu comme moi. Oui, quelqu'un qui tient au braille. Oui, moi aussi. Et puis, on va en reparler parce que maintenant, c'est ton travail, hein? Oui. On va en reparler. Donc, toi, les études, mais là, je m'amuse, je vais faire un petit crochet. Tu vas faire là. une parenthèse. Ah, c'est sûr. Moi, j'ai toujours des parenthèses assez spectaculaires. Vas-y, gâte-toi. Oh, je vais me gâter parce que là, j'ai la chance, là. Hein? Mais est-ce que tu penses que c'est parce que c'était difficile pour toi un peu d'être séparé des tiens longtemps ou tout ça? Est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu étais turbulent? Parce que moi, je sais, là, moi, je vous le dis, là, votre animateur ici, là, c'était tout un moyen tannant, là, quand il était petit. Moi, quand je l'ai connu, la façon dont il s'est présenté à moi, c'est en mettant plein de serviettes de table dans ma bouffe. C'est comme ça qu'il a fait le contact avec moi pour me montrer qu'il était un gentil garçon. Il mettait des napkins dans mon assiette, puis il m'empêchait de manger. Puis j'avais peur, ce petit Martin la terreur. Mais est-ce que tu penses que tu étais plus hyperactif parce que tu t'ennuyais ou ça n'a rien à voir, puis c'était juste ton tempérament? Ou... Moi, ce que je pense avec le recul, là, c'est que oui, sûrement que c'est parce que je m'ennuyais, c'était nouveau. C'était l'éloignement de la famille, une nouvelle famille d'accueil puis tout ça. Mais ce que je pense aussi, là, c'est que il y avait l'aspect que moi, dans mon école régulière, là, en Abitibi, j'étais comme pas accepté. J'étais comme le petit rejet, tu sais, celui qui voit pas, celui qui, tu sais, qui est différent. Qui est différent de tous les autres. Là, tu t'aperçois que t'es différent, tu t'aperçois que t'es pas capable de lire au tableau. Là, t'arrives à l'école spécialisée, là, t'es capable de faire tout comme les autres, mais en plus, c'est qu'il me restait de la vision, moi. C'est ça, il y en a beaucoup qui ce qui était pas le cas de tout le monde. C'est ça. Puis, tu te rends vite compte aussi que, tu sais, moi, là, les trajets dans l'école, là, on me les a pas montrés 10 fois, là. Non, ben non. On les a montrés une fois. Oui. Puis je savais était où ma classe, puis je savais était où la cafétéria. Tu te rendais peut-être compte que là, contrairement à la prématernelle et maternelle, première année, là, tu te rendais peut-être compte que tu pouvais en faire peut-être plus même. Oui, c'est ça. Je vais dire ça inversait les rôles. Je vais dire un gros mot, là, mais vous comprendrez que c'était avec ma perception de 7 ans, là, d'un enfant de 7 ans. Mais je pense que je me sentais supérieur. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais diplomatiquement, mais oui, moi, c'est... je le dis. Oui, c'est ça. C'est ça, tu devais te sentir un peu supérieur. Je pense que je me sentais supérieur. Je comprends. Et ça te permettait de faire le foufou un petit peu. Ouais. Je le dis. Oui. Mais quand même, on t'aimait bien, hein. Ça n'a pas été long que j'ai compris que t'étais pas épeurant dans le fond. Ben, les choses se sont tassées. C'est ça. Parce qu'autant, je pense qu'au début, j'étais tannant, puis après ça, je me suis fait quand même plein d'amis. Puis c'était important. Oui. C'était important, les amis, parce que il y en a d'autres qui l'ont dit dans d'autres entrevues. Mais tu sais, on passait nos journées ensemble, mais on restait pas proches. C'est qu'on pouvait pas nécessairement se voir tout le temps le soir, les fins de semaine. C'est vrai. C'était vraiment des amis d'école qu'on avait, puis c'était le cas de le dire, parce que en dehors de ça, comme les gens habitaient tous un peu loin les uns des autres, on perdait le contact la fin de semaine. C'est ça. C'était pas pareil quand on se retrouvait le soir. On s'appelait, mais c'était pas... C'était tout, là. On pouvait juste s'appeler. C'est que le jour, je pense que le temps qu'on passait ensemble, le midi, pendant les récréations, c'était très important. Oui, c'est vrai. Puis, mais t'as toujours été une personne sociable. Je pense que oui. T'as toujours été facile d'approche. Puis d'ailleurs, moi, ce que je retiens de toi, c'est que on n'avait pas besoin de courir après toi. C'est toi qui t'intégrais partout, puis qui venait vers nous, puis qui trouvait des portes pour entrer là dans nos jeux ou dans nos conversations, ou t'arrivais avec une petite taquinerie, un petit quelque chose. Tu te faisais ta place. C'est ce que je me souviens. Je me souviens que j'étais pas gêné. Non, t'étais pas gêné, puis pas gênant non plus, en fait, tu sais. On était à l'aise avec toi, puis tu faisais rien comme tout le monde. Donc, tu laissais ta marque. Mais c'est bon, ça. Alors, toi, les études, ça a été facile. Est-ce que
Ça a été facile pour toi. Puis est-ce que tu as des bons souvenirs de Nazareth Louis-Braille, / Jacques Ouellette? Est-ce que les souvenirs sont bons ou moins bons? Ben, les souvenirs sont quand même assez bons au niveau des études puis tout ça. C'est sûr que, comme plusieurs de mes invités l'ont dit, il y avait des choses qui étaient moins faciles. Ouais. Je pense que moi, en tout cas, je me rendais compte quand même que j'étais différent. Tu sais, je me rendais compte, là, quand je retournais dans ma famille puis que je voyais mes petits frères là, qui allaient à l'école, puis je me disais, tu sais, c'est pas comme moi. Tu sais, c'est pas comme à l'école. Tu sais, c'est pas la même chose. Puis, Qu'est-ce que tu trouvais qui était pas pareil? ben, je sais pas trop. Tu sais, c'était comme... tu sais, notre milieu était fermé. Oui, ça c'est sûr. Puis on était très peu par classe. Oui, effectivement. On avait toute l'attention des profs, par exemple. Ça, oui. Mais Ça, c'est vrai oui. que c'est fermé comme milieu. Puis on se faisait comme des petits mondes, hein? On se faisait comme des... Oui. Puis ça, je me disais, tu sais, quand ils ont commencé à parler à m'intégrer à retourner à ma parce que j'ai été réintégré au secondaire, là. Mm-hmm. Je me disais, ouf, tu sais, comment ça va se passer, tu sais, comment ça va... ça m'inquiétait un peu. Mm-hmm. Ouais. Parce que je trouvais... Puis il y avait du multi-handicapé aussi. Oui, c'est vrai. Puis ça, je me disais... hey, là, je me ferai pas d'amis, mais regarde... Tu sais, moi, je me souviens que des fois, je disais, c'est une école de fous ici. Tu disais ça pour Oui, vrai? c'était ça. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment tout handicap. En autant qu'il y avait un handicap visuel, tous les autres handicaps étaient là aussi, étaient acceptés. Je m'en confesse, là. Mais, j'étais jeune, mais je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Oui, ben, je l'ai déjà un petit peu pensé aussi, parce qu'au départ, on n'a peut-être pas été familiarisés non plus dans nos milieux d'enfance à croiser toutes sortes de handicaps, même des déficits intellectuels, des choses comme ça. Moi, en tout cas, personnellement, j'en avais jamais connu. Puis on nous disait pas vraiment comment agir. Non, on nous montrait pas comment agir. On nous disait comment agir si on agissait mal. Oui, c'est ça. Sinon... Mais on nous l'expliquait pas avant. Bon, telle personne, elle est comme ça. Effectivement. Faut se comporter comme ceci ou comme cela avec elle. On le savait pas. Donc, moi, je me souviens que ça m'a traumatisée, là. On m'expliquait pas qu'il y en avait un qui aimait ça pincer puis mordre les gens. Puis je me rappelle que moi, ça m'avait traumatisée, là, de me faire mordre en passant, là, chaque fois que je passais en avant. C'est comme, je veux dire, comme toi, c'est... on pouvait se sentir un peu dans un drôle de milieu des fois, mais ça nous apprend beaucoup en même temps. Oui. Ah oui, parce que C'est ça, c'est avec moi, le mais... recul, on est capable de faire la part des choses, mais à 10, 11, 12 ans... C'est sûr. C'est sûr. Puis, avec les profs, tout ça, ça allait bien. Toi, avec les profs, les éducateurs, les... Ah, ben, les éducateurs, je peux te dire que ils ont goûté, eux autres aussi. Je pense que je dirais, professeur 2e, 3e année, là, ça a dû quand même être assez rough. Ouais. En 4e année, de mémoire, là, j'avais Lise Ladouceur, qui a été une professeure extraordinaire. Ouais. Et puis, je pense que là, elle a commencé à être chanceuse, là. Elle a peut-être moins arraché avec moi un peu. Oui. Les éducatrices, ben, c'était un peu comme une 2e autorité, pour ne pas dire une 3e autorité. C'est sûr. Parce que bon, il y avait notre famille, il y avait la famille d'accueil, il y avait les éducatrices. Ben oui, exact. C'est comme des petits parents de substitution par bout, là. Ben oui, puis je me souviens des fois, c'est une anecdote, je vais le raconter, je me ferai pas d'amis non plus, mais je me souviens que la dame de la famille d'accueil, des fois, elle nous donnait de l'argent pour aller s'acheter des chips, puis des affaires dans la machine distributrice. Oui. Et puis je me souviendrai toujours qu'à un moment donné, l'éducatrice avait dit non, vous avez plus le droit d'aller dans les machines distributrices. Mais moi, j'avais dit, moi, j'ai l'autorisation de la dame de la famille d'accueil. Ouais. L'autorisation de la dame de la famille d'accueil, ça prévaut. Là. Ben, il me semble. C'est que j'avais été m'en acheter pareil. Tu sais. Oui. Puis on me les avait confisqués. Oh non! Oui. Oh non, Puis je me souviens que la dame de la famille d'accueil était pas contente cette fois-là. Puis c'était pas après moi qu'elle était pas contente. Non, c'était après l'éducatrice qui les a confisqués. Elle avait dit, si vous avez pas le droit, qu'ils mettent dans la salle du personnel. T'sais. Oui, ben c'est vrai. Puis tu sais, ça c'était des affaires, moi, qui me fâchaient quand j'étais jeune. Ça, là, des trucs comme ça, là. Les éducatrices, moi, là, ils
ils ont goûté un petit peu. Là. Ils ont su comment je m'appelais. Oh, c'est sûr, puis c'est correct aussi. C'est très bien. Mais là, ton parcours scolaire, donc, tu étais à Jean-Colette jusqu'au secondaire? Ben, ouais, 6e année inclusivement. Après 6e ça, inclus, OK. Oui, après ça, je suis retourné à la SAR, à la polyvalente. OK. À la cité étudiante Paulino. D'accord. Ouais. Et est-ce que ça s'est bien passé, cette intégration-là? Ben, je te dirais qu'en très, très général, oui, ça s'est bien passé. Parce que, bon, j'allais dire, bon, c'est pas un miracle, là, mais j'ai fait quand même mon secondaire en 5 ans, là. Je veux dire, j'ai au régulier. Ouais, pas de doublage, Pas de doublage. pas rien de ça. Là. J'ai Pas eu d'accroche. Ouais, moi, ce que je dirais, à secondaire 3, ça a été une très grosse année. Secondaire 4, ça a été comme l'année qu'il a fallu remonter tout ça, là. OK, oui. Parce que, moi, dire que la géographie, j'étais pas fort là-dedans. Pas facile, la géographie. Les mathématiques, là, en secondaire 3, j'ai comme abandonné les mathématiques en braille parce que, hey, on avait des statistiques à faire, Aïe. toutes sortes d'affaires, des Ouais. arbres, là, de possibilités, puis de ci, puis de ça, là. J'ai lâché ça. Est-ce que tu utilisais la télévisionneuse, toi, à la polyvalente, ou tu travaillais presque juste en braille? En secondaire 1, 2, là, j'ai travaillé plus en braille. Mais en secondaire 3, avec géographie, les mathématiques qui se complexifiaient, j'ai commencé beaucoup plus à me servir de ma télévisionneuse. Puis en secondaire 4, là, la trigonométrie, Oh là tout là. ça aussi. Ouais. Et même en secondaire 5, en anglais, là, parce que je sais pas si je devrais Est-ce que raconter t'étais bon ça. en anglais, toi? Non, j'étais vraiment pas bon. OK. Puis j'aimais pas ça. OK. Puis moi, quand j'aimais pas, j'aimais pas. Ouais. Hein? Ouais. Et en plus, c'est que je me suis toujours servi de quelque chose qui s'est passé que je trouvais, en tout cas, pas à mon avantage. Là. Encore là, je lance pas de pierre à personne. Mais c'est que normalement, à Jacques-Ouellette, les abréviations en anglais, ça s'apprenait au secondaire. Ouais. Moi, je suis parti en 6e année. C'est que j'ai pas appris mon abrégé anglais avant de partir. Oui, je comprends. Et je vous parlais de François Marion tout à l'heure. François Marion, c'était un non-voyant et c'est lui qui faisait beaucoup de transcriptions pour moi OK. au secondaire. Oui. Puis lui, il m'avait dit, ben Martin, moi, je te ferai pas du braille intégral en abrégé, en anglais. OK. C'est qu'il m'avait dit, ben apprends tes abrégés, hein, ton abrégé anglais. C'est comme de mon propre chef et par moi-même. Puis moi, ben, je le confesse, là. Je m'étais dit, je le ferai pas. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais quand tu recevais tes livres en braille anglais abrégé? Tu devinais? Ben, des fois, je prenais mon cahier d'abrégé, là, puis j'allais OK. voir les abréviations que je comprenais pas, là. OK. Mais je te jure, je les ai jamais appris. Oui, je comprends. Puis là, en secondaire 2, le livre d'anglais était déjà fait, puis il était en intégrale, puis en secondaire 3, en abrégé. À un moment donné, j'ai dit, je vais régler ça, je vais faire mon anglais à télévisionneuse. Bon. Plus d'abrégé, pas d'abrégé anglais. Plus d'abrégé anglais. OK. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Oui, parce qu'en secondaire 3, j'ai échoué l'anglais. Ça a été jusque-là. OK. Mais j'ai pas l'oreille non plus, hein. OK. Tu sais, moi, là, ceux qui disent, les non-voyants, qui ont l'oreille musicale, j'ai pas ça. Je n'ai pas l'oreille musicale. J'ai rien de ça. J'ai rien de ça du tout, du tout. Puis, même mon directeur, il voulait me payer un camp pour aller dans un camp En anglophone. immersion anglaise? J'étais là, oh, no way. Jamais de la vie. Il n'y en est pas question. Ouais. Je l'avoue, là, j'avais la tête très, très dure. Et, mais c'est que en secondaire 3, 4, 5, là, j'ai été beaucoup plus à télévisionneuse. Et est-ce que tu écrivais au crayon? Oui. Oui, t'as appris à... Oui, ben je l'avais appris. Je l'avais appris parce qu'en première année, j'étais au crayon. Oui, c'est vrai. Puis plus tard, vu que je voyais encore un peu, ben on avait considéré avec raison que c'était important que je maintienne l'écriture au crayon. Oui. La lecture, tout ça, télévisionneuse, tout ça. Puis non, ça c'était correct. Ah, ben mon Dieu, ben c'est... Ouais. Donc, tu as vraiment utilisé tous les modes que tu avais Oui. à t'apporter, dans le fond, Oui. pour faire ton secondaire. Et ensuite, tu es allé au cégep. Oui, ensuite de ça, je suis allé au cégep. Ça a été compliqué dans le sens que moi, là, ce que je voulais faire, pis ça, peut-être que tu l'as oublié, peut-être pas, je sais pas. Moi, je voulais m'en aller en radio. Hein. En radio? Moi, ça, j'ai oublié ça. Ah oui! Moi, j'aurais aimé ça m'en aller en Ça radio. m'étonne pas, dans le fond.
Quand on te regarde aller aujourd'hui, Ouais. ça m'étonne pas. Oui, mais c'était à Jonquière. Hein? Ouais. Et moi, ça me tentait plus à un moment donné de dire, bon, là, je suis en Abitibi, m'en aller à Jonquière, au lac Saint-Jean. Ouais. Ça me tentait plus, j'avais mis ça de côté un peu, mais ça l'a eu comme répercussion que je savais plus non plus dans quoi m'en aller. OK. Et tu as étudié en quoi au cégep? J'ai fait, l'année que j'étais au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, j'étais en hors deck. C'est quoi ça? Ben, c'est des cours que tu fais tes cours obligatoires. OK. Tu fais tes cours obligatoires, tu fais les cours complémentaires, tu fais tous les cours qui vont être Mais pas de demandés. concentration. Pas de concentration parce que c'est comme si tu sais pas dans quoi t'en aller, t'en aller là-dedans. Et là, l'année d'après, je m'étais inscrit en travail social Ouais, ça me dit quelque chose. à Rouen. OK, oui. Mais c'était pas prévu encore que j'allais m'en venir à Rouen. Ça s'est prévu, ça, à la toute dernière minute, que j'allais partir de l'Abitibi pour m'en venir à Longueuil. Ouais. Mais ça... Ça, tu t'en rappelles? Ça, je m'en rappelle très bien parce que c'est chez moi que tu es atterri. J'ai créché. Oui, que tu as créché pendant... Une quelques partie mois, une bonne partie comme d'un été. Un été, puis, ouais, quelque chose comme ça. Puis, C'est ça. tu as eu la piqûre de Longueuil. Ben, je l'avais Ça, déjà. déjà. Je l'avais déjà, la piqûre de Longueuil. Mais c'était un peu tu sais, tout le processus de dire, bon, je vais quitter la région définitivement, puis tout ça. Puis, à chaque été, je venais passer du temps ici. C'est vrai. Puis c'est là que c'est une fois ici en vacances que j'ai comme décidé de quitter. De dire non, je retourne pas là-bas, je reste. Oui, je comprends. Parce Puis là, que- tes études étaient finies, par exemple. Ben, les études Ton étaient- cégep était fini. Non, Même pas? j'avais juste fait un an. Ah oui, OK. Puis t'as continué le cégep ici après. Ouais, j'ai hein? continué. T'es allé le au cégep Vieux-Montréal, ici. c'est ça? Ouais, ben, c'est ça. plus tard. Ouais, plus tard. Ouais, plus tard, parce que, bon, ça se fait pas de même. Puis Non. là, il était trop tard pour s'inscrire pour l'automne, parce qu'on était l'été. Ben tout oui. ça. Mais j'ai fait d'autres choses, j'ai fait d'autres projets. J'ai fait le musée Juste pour rire, c'est le projet Dialogue dans le noir. tout Oui. ça. Et puis... C'était ton premier emploi? ben, ça, je juste pour oui, rire? grosso modo, oui. C'est ça, Oui. hein? Puis t'as suivi, je sais pas où la situer dans le temps, mais il y avait cette formation-là que beaucoup de gens ont fait au SDEM. Moi, j'ai pas connu, mais c'est à quel moment, ça? C'est beaucoup plus tard, ça. C'était en 2001. Après le cégep, donc? Oui. OK. Ben oui, mais oui, parce que le cégep, là, pour aller vite, parce que je vois le temps passer. Oui, moi aussi. T'inquiète. Parce que le cégep, là, j'ai fait un bout en travail social au cégep du Vieux. Et ça fonctionnait plus ou moins. Après ça, j'étais allé en lettres. Oui. Mais ça, en lettres, j'ai complété. OK. Et après, j'ai voulu aller à l'université en sciences sociales, puis ça non plus, ça n'a pas fonctionné vraiment. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité d'aller faire la formation au SDEM. D'accord. Mais là, on passe un bout que je voulais quand même mentionner, Oui. parce que je pense que ça a de l'importance. Oui. C'est que quand j'étais au musée Juste pour rire, j'ai adoré ça, faire ça. Oui, t'as aimé ça? Oui, c'était de faire un parcours à des gens voyants. OK. Mais un parcours dans le noir. Les yeux bandés, donc Non, les dans- voyants, même pas? Dans le noir. OK, dans le noir. OK. Pas les yeux bandés. Là. Il n'y Ok. avait pas l'opportunité d'enlever un bandeau. Il n'y avait pas de bandeau. C'était vraiment Il dans faisait le noir. noir. Ouais. OK. Puis c'est là, quand même, c'est pour ça que je veux en parler, parce que ça a une certaine importance sur la suite des événements. C'est que j'ai été, suite à ce projet-là, j'ai été une dizaine d'années que je voulais plus trop rien savoir des non-voyants. OK. J'ai eu comme une phase. Je me là- rappelle pas de ça. OK. Non, ben c'était une phase que j'ai gardée quand même secrète. Secrète un peu, Un probablement. peu. hein? Mais tu sais, comme toi, là, tu y allais pas non plus dans les clubs de Non, loisirs. puis non, j'allais pas non Tu plus. sais, Non. ça fait que moi, là, au musée Juste pour rire, là, avec mes collègues, pas tous, là, certains, parce que, bon, pas tous. Ouais. Mais il y en a, là, que je trouvais qui étaient tellement individualistes, qui s'aidaient pas. Ouais. Moi, je pensais que les non-voyants, c'était tout comme une grande famille d'entraide. Ouais, toutes soudées, puis ça, là, toutes le soudées, côté serré, là. Ouais, je me suis vite rendu compte que c'était pas ça. C'était pas le cas, hein. Puis là, j'étais là, moi, je pense que je peux vivre sans ça. Tu sais. Ouais. Puis là, j'ai été vraiment un 10 ans, là, que oui. j'allais vraiment pas dans les trucs... les clubs de loisirs, je connaissais pas ça. Tu
le RAM, puis tout ça. On connaissait pas ça. Pas tant. Ça a pris du temps avant que, même moi, que j'en entende parler. On nous parlait pas de ça quand on était dans le milieu, là, quand on était à Jacques Ouellette ou quoi que ce soit. Puis par la suite, on n'en entendait pas parler. Non, hein? Pas du tout. Mais tu t'es impliqué beaucoup par la suite. Plus tard, oui. Plus tard. Là, je sais que d'habitude, tu fais ça avant la pause, mais moi, je te dis que le temps passe à une vitesse fulgurante. Et moi, je te proposerais qu'on aille à la pause maintenant et ensuite qu'on parle de tes passions. Parce qu'il y en a long à dire, là aussi. Je sais pas combien de temps va durer cette émission-là, mais... elle durera le temps. C'est important quand même, on veut te connaître. Donc, moi, je te propose qu'on fasse la pause et ensuite, on pourrait parler de toutes tes passions. Puis là, vous allez comprendre vraiment pourquoi vous l'entendez ici à Connaissez-vous. Parce que moi, je peux vous dire, pour vous donner un petit indice, que Martin a toujours aimé la communication. Il s'est toujours intéressé aux talk shows, aux émissions d'entrevue, à toutes sortes de choses. Mais il va pouvoir nous en parler après. Puis on va parler de braille, puis on va parler d'un paquet de choses, puis de clubs de loisirs, puis en tout cas, moi, je connais le personnage, je vous le dis qu'on en a encore long à dire. Alors, qu'en penses-tu? C'est toi te convient? C'est toi la bosse aujourd'hui. C'est bon, hein, mon Dieu. Que d'honneur, que d'honneur. Alors, on vous revient tout de suite après cette pause avec la suite, avec les passions de notre invité cette semaine, Martin Chouinard. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la pause de l'entrevue. On va essayer de faire ça court cette semaine, car l'entrevue pour l'anniversaire de Connaissez-vous, le premier anniversaire de Connaissez-vous, est quand même assez longue. Donc, je vais vous parler du dernier livre de l'auteure Marilyn Pion, que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà parlé. C'est elle, entre autres, qui a écrit la série Les infirmières de Notre-Dame ainsi que Les secrétaires. Et là, sa nouvelle saga s'intitule Le Grand Magasin. Le tome 1, ça s'intitule La Convoitise. Et c'est une saga qui se déroule au milieu des années 1920, 1926 pour être précis. Et ça tourne autour de l'ouverture du magasin Eaton. Donc, les personnages principaux vont se retrouver à travailler pour la maison Eaton. Et bien sûr, il va y avoir des développements, des rapprochements. Et je ne peux pas vous en dire très long parce que je suis en train de le lire et comme je vous dis, je crois que la saga n'est pas sortie non plus au complet. En tout cas, assurément, elle n'est pas sortie au complet au Service québécois du livre adapté. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment le savoir dès qu'une saga sort ou qui aiment attendre que la saga soit sortie au complet avant de commencer à la lire. Ça, je vous laisse ça choisir. Mais j'essaierai de vous tenir au courant parce que moi, comme je vous dis, j'ai commencé à la lire et j'ai déjà hâte d'avoir la suite, même si j'ai pas fini le tome 1. Donc, ça s'intitule Le Grand Magasin, tome 1, La Convoitise, et c'est de l'auteur Marilyn Pion. Maintenant, je vais vous annoncer le nom du gagnant de notre deuxième concours. Dans la série Connaissez-vous, nous avons reçu à l'émission numéro 38, qui était notre émission du 2 février, Monsieur Frédéric Charbonneau, qui est un auteur et qui a écrit un livre qui s'intitule Les rêves d'Alice. Et d'ailleurs, il nous en a offert une copie. Donc, le prix consiste en la copie papier du livre et le gagnant pourra choisir également entre la version DAISY ou les fichiers braille. Donc, du livre adapté Les rêves d'Alice de Frédéric Charbonneau.
Vous aviez jusqu'au 25 février pour participer au concours. Comme pour le concours avant Noël, nous avons utilisé un système pour gérer la pige du nom. Et voici le nom de notre personne gagnante. Il s'agit de Monsieur Pierre Champagne. Donc, félicitations à Monsieur Champagne. Et les applaudissements, d'accord, c'est assez, vous pouvez arrêter. On a tous compris. Donc, Monsieur Champagne, on va communiquer avec vous très bientôt pour vous annoncer que vous êtes le gagnant et ainsi vous donner le choix du format de médias adapté que vous désirez. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont participé à notre deuxième tirage. Possiblement qu'il y en aura d'autres. Merci à Frédéric Charbonneau de nous avoir aussi gracieusement offert une copie de son livre « Les rêves d'Alice ». Donc, je vous convie à nous suivre pour être au courant de prochains concours et je vous remercie encore toutes les personnes qui ont participé ainsi que notre gagnant, Monsieur Pierre Champagne. À notre prochaine émission! Salma Moudrika. Créer des liens entre collègues de classe lorsque l'on a toujours fréquenté des personnes non-voyantes, pas facile. Voici quand même quelques façons de faire qui peuvent être intéressantes. J'abordais les gens quand j'avais besoin d'aide. Par exemple, on était assis en classe, il y avait un travail d'équipe à faire. J'abordais les gens à côté de moi, est-ce que je peux me mettre en équipe avec vous, tout ça. Ça m'a créé des liens avec les gens qui étaient autour de moi dans mes différents cours. Je me suis fait des amis parce que c'était des gens qui devenaient mes preneurs de notes, donc ils prenaient leurs notes et ils les postaient sur Internet pour moi. Même si j'avais mes propres notes, c'était comme des notes de backup. Donc, les gens... ça me crée des liens avec contacts. Eux. Et à part de ça, mon école était très petite. Donc, c'est pas vraiment... mon cégep, là, c'était maximum, 3000 élèves. C'est vraiment petit, là, comme cégep. Quand même. Donc, puis tout le monde un peu se connaissait. Puis c'est une ambiance très conviviale. Puis les gens étaient très, très, très ouverts à mon égard. Vraiment... Nous sommes de retour à l'émission Connaissez-vous avec notre invité de cette semaine qui est Martin Chouinard. J'ai dit qu'on parlerait de tes passions, Martin, mais on va y venir. Mais on va aller, parce qu'on a parlé du cégep, on a parlé de la formation au SDEM, on a parlé de ton emploi Musée Juste pour rire. Donc, j'aimerais ça continuer dans la section travail, emploi. T'as fait plein de choses. J'ai fait... hein? Moi, ouais. Je t'ai connu... T'as fait pas mal de choses. J'ai fait quelques petites choses, pas toujours... des fois, il y avait des trous. Hein, oui, bien sûr. Puis des trous, des fois, qui sont plates, parce que sur un CV, avoir des trous, c'est pas intéressant. C'est ça. Mais bon, il y a eu le musée Juste pour rire, il y a eu la formation au SDEM, qui était... C'était quoi cette formation-là? Parce que moi, je ne l'ai pas connue. C'était des cours d'informatique, c'était des cours de... C'est-à-dire qu'au départ, c'était téléservice. D'accord. C'était pour faire de la vente... c'était pour faire du service à la clientèle téléphonique. D'accord, dans les centres d'appel ou des choses comme ça? Dans des centres d'appel, oui. Mm-hmm. Et là-dedans, on avait toutes sortes de cours. Et c'est ça, on avait des cours d'informatique, parce qu'on avait, c'est sûr que là, dans ces cours-là, des fois, on se ramasse avec des gens qui sont très inégaux. Oui. Comme là, on était 10 dans ce cours-là. Mm-hmm. Premièrement, on n'avait pas tous le même degré de vision. Oui. Il y en a qui voyaient pas du tout, puis il y en a qui voyaient vraiment beaucoup, qui pouvaient utiliser ZoomText ou à peu près pas d'adaptation. OK. Oui. Et ça partait avec un cours de Windows, presque au moment d'allumer l'ordinateur. OK. C'était quand même assez... Ça partait du début. Oui, là. Ça partait pas mal du début. Mm-hmm. Puis là, on avait un cours de Word, puis on avait un cours d'Outlook, puis on avait un cours de... Excel puis Access, moi, je les connaissais pas du tout. OK. Mm-hmm. Et ça, j'ai vraiment trippé avec ces deux logiciels-là, oui. J'ai beaucoup aimé ça. Mm-hmm. Et évidemment qu'on avait beaucoup de cours d'anglais. Ouais. Si j'ai
un reproche à faire à cette formation-là, c'est que on nous laissait sous-entendre que les cours d'anglais allaient être suffisants pour travailler en anglais dans un centre d'appel. OK, pour travailler vraiment en mode bilingue. Oui. OK. Mais je sais pas si tu le sais, puis je sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, et ça me surprendrait que ça allait changer depuis, c'est que les employeurs sont beaucoup plus exigeants envers la langue anglaise que envers la langue française. D'accord. OK? C'est qu'on nous disait, en anglais, faut pas même que la personne à qui vous parlez s'aperçoive de votre accent. C'est que moi, je me disais, c'est impossible. Oh là là. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Oui. Mais j'ai fini le cours d'anglais avec 88%. Ben là, c'est très bon. Oui, mais encore là, Katia, n'oublie pas. Hein, il y en a que tu leur disais, prenez votre livre à la page 4, puis ils savaient pas, là. OK. Hein? C'est Ouais. qu'on partait de très, très loin, très loin. encore là. Ça fait que, bon, il y avait les cours d'anglais, puis il y avait des cours plus spécifiques au service à la clientèle, mais plus spécifiques à la vente aussi. Ah, OK. OK? Donc, pour faire un peu du télémarketing, Oui. de la sollicitation, des trucs comme Oui, ça. Là. oui, oui, OK. oui, oui. Et C'est pas facile, ça. Non, c'est pas facile. Puis je te Je serais dirais pas bonne que là-dedans. sur 10, il y en a 0 sur 10 qui voulaient faire ça. C'est C'est de la sûr. vente. C'est Nous autres, sûr. on voulait prendre des appels. Oui. Tu sais, bon. Puis on a été visiter des centres d'appel aussi. Ah oui. Ouais. Eh, ça devait être intéressant. C'était par exemple. passionnant. Ça, j'ai adoré Sûr. ça. J'aurais aimé ça. Mais le problème, c'est que plus on visitait des centres d'appel et plus on faisait des démarches aussi, parce qu'on avait un stage à faire, plus on faisait des démarches pour trouver un stage, on se rendait compte que les gens qui n'avaient pas à utiliser d'adaptation seraient pris et ceux qui avaient beaucoup d'adaptation le seraient peut-être pas. Ouais. C'est ça que je me demandais. Est-ce que c'était facile d'adapter les logiciels des centres d'appel et tout ça, ou d'installer des JAWS ou des ZoomText dans ces systèmes-là, puis est-ce que ça fonctionnait bien? Est-ce que les employeurs acceptaient? Moi, je me ferai pas d'amis avec ma réponse encore là. OK? Mais moi, connaissez-vous, j'ai pas inventé ça non plus pour qu'on se raconte des mensonges. Non. J'essaie de faire transparaître quand même une certaine réalité, là. Moi, juste pour vous donner un exemple, j'irai pas chercher des exemples trop loin, puis on remonte déjà quasiment à 15 ans de ça, là. Ouais. Tu sais, il y avait des employeurs qui en avaient embauché des non-voyants, mais encore là, tu sais, qui n'avaient pas besoin de beaucoup d'adaptation. Mais quand on venait pour installer les adaptations, ben ça fonctionnait pas. Ça fait que c'était dommage, parce que on a mis beaucoup de temps et d'énergie à se chercher des stages. Et nous, on était 4, tu sais, qui utilisaient des plages tactiles, puis jazz, puis tout ça. Puis on a été 4 à malheureusement pas vraiment se trouver de stage. Oh! Tu sais, ça fait que C'est injuste. j'y vais avec ma vérité, tu sais, avec ma réalité. J'irais même pas dire c'est dommage, je trouve ça injuste. Ben, c'est ça. Ouais. C'est que c'est sûr que ça a été un peu difficile. Il y a un professeur qui nous enseignait justement la vente, le télémarketing, qui avait décidé de créer un centre d'appel. Et c'est là que j'ai travaillé un peu, mais ça n'a pas été une réussite. Oh. Parce que c'était de la campagne de financement, hein, puis tout ça. Et ce qui s'est passé, je vais l'expliquer comme ça, c'est que moi, tu me connais peut-être assez, mais moi, le téléphone, j'aimais ça. Ben oui. Quand j'étais jeune. Ben oui. Certain. Et à un moment donné, à faire du télémarketing, là, quand j'arrivais chez nous, je débranchais mon téléphone. Oh! T'en avais marre du téléphone. Rien savoir. Je voulais plus recevoir aucun appel. J'étais rendu vraiment, quand je recevais des appels pour des ventes, pour des affaires, j'étais devenu très intransigeant. Oh. J'ai répété, dans le fond, toute l'intransigeance que j'ai eue quand je faisais des appels. Oui, je vois ce genre, oui. C'est plate à dire, là. C'est ainsi. Puis, je tiens pour ma défense, là. On le fait pas exprès. Mais quand j'arrivais chez nous, j'étais plus capable. Ouais. Je fermais le téléphone, je débranchais le téléphone.
j'allais voir de temps en temps si j'avais des messages dans ma boîte vocale. Et c'était tout. Ouais, Ça fait que non, j'ai dit c'est pas pour moi, malheureusement. Ouais, je comprends. Ouais. Ensuite de ça, j'ai travaillé à un autre endroit que je vais taire le nom, parce que bon, il y a eu beaucoup de mauvais côtés, mais il y en a eu quelques bons aussi, puis je vais vous l'exprimer quand même assez clairement. J'ai travaillé dans une compagnie qui faisait de la location d'équipements pour organiser des parties. Oui, je me rappelle de cet épisode-là. À peu près n'importe quoi que tu avais besoin pour un party, là, à l'exception de la salle puis du buffet. Fallait que tu ailles ta salle, ton buffet, mais tout le reste, ça partait de l'éclairage, de l'audio, la vaisselle. Les chaises, les tables, n'importe quoi, là, tout ça, là. Les scènes, les scènes, les rideaux, tout. J'étais capable de calculer la grandeur de nappe que ça allait te prendre. Ah oui! Les nappes, tu sais, les dessus là, que tu mets par-dessus la nappe. Ouais. Les rideaux de scène, j'étais capable de calculer combien ça allait te prendre de longueur de rideau, les pôles là, pour accrocher les rideaux. les cordons de sécurité. J'étais tout capable de calculer ça. Oui. Wow! Mais j'avais une boss qui était impossible. Ouais, c'est ça, il me semble qu'il y avait quelque chose. Et elle le savait. ce qui la pardonnait un peu, là. Et elle m'avait dit, Martin, quand tu travailleras plus ici, tu sais, je vais t'avoir forgé le caractère, puis tout ça. Elle savait. Oui. Elle se connaissait quand même. Oui, elle se connaissait. Moi, je trouvais que ça excusait pas tout, mais ça n'excusait ça excusait une partie. Oui, c'est ça. Et quand j'ai quitté cet emploi-là, ben, je me suis dit, Martin, il y a des affaires que tu n'accepteras plus. Ouais, je comprends. Mais le temps a été meilleur après ça, parce que c'est après cet emploi-là que je me suis retrouvé un peu plus avec du temps libre et que j'ai recommencé à fréquenter le RAM, pour ne pas le nommer. Ouais. Et j'ai travaillé là un peu. Au RAM? OK. Ouais. Oui. Je faisais beaucoup de choses quand même, parce que je faisais de la réception. Donc, je répondais au téléphone pour le RAM et je travaillais à l'époque, parce qu'il y avait le Bon Pilote qui était dans les locaux du RAM. Oui. C'est que je travaillais aussi forcément pour le Bon Pilote. C'est que je faisais... Est-ce que c'est toi qui répondais quand les gens voulaient avoir les services de bénévoles et tout? Est-ce que c'est toi qui planifiais ça? Oui, pour le Bon Pilote et pour le RAM, là, pour le service d'aide bénévole du RAM. Okay. Et en parallèle, je travaillais aussi au centre communautaire. Ouais. Et ça, j'ai adoré ça parce que j'ai eu l'occasion d'animer des cafés-rencontres. T'as fait ça, toi? Ça, je savais pas. Oui, j'ai fait ça un petit peu, pas longtemps, pas si longtemps par exemple, parce qu'il y a eu des changements de directeur général, tout ça. Et il est arrivé aussi, là je vais peut-être vite un peu, mais il est arrivé le jour où je suis allé faire l'entrevue pour le poste d'apprenti technicien braille. Oui, ben je voulais y venir, c'est sûr, parce que c'est très important. C'est très important tout ça. Toi, tu avais entendu parler de cette formation-là. Comment? En réalité, c'est que, c'était sur une liste de diffusion, je pense, à un moment donné. Okay. Mais moi, pas longtemps avant, j'avais été faire une entrevue pour un poste de technicien braille, oui. OK, oui. Et, j'étais au RAM dans ce temps-là aussi, là. Et je l'avais pas eu, le poste. Mais quand j'avais appliqué pour l'apprenti, là, on m'a fait passer directement. J'ai pas eu à refaire une entrevue puis tout ça. Ah, c'est bon quand même. On m'a fait faire le test de braille. Et là, je l'ai eu, le poste d'apprenti pendant l'été. Oui. Puis au RAM, l'été, c'était pas mal fermé. Le centre communautaire était fermé puis tout ça. C'est que j'avais rien de toute façon. T'avais tout le temps d'apprendre de faire cette formation-là. Puis pour vulgariser un petit peu, parce que nous deux, on sait exactement ce que c'est, technicien braille, mais pour ceux qui savent pas, c'est dans le fond, on transcrit des livres, là. Oui. Hein, c'est un peu ça. On met en braille du matériel qui l'était pas à la base. On l'adapte, là, on fait du braille avec. Oui, effectivement. Hein? Oui. C'est ça. Donc là, toi, t'as fait la formation de 8 semaines, et c'est d'ailleurs grâce à toi que j'ai eu l'inspiration d'aller faire la mienne, et c'est grâce à toi, donc, que je fais ça aujourd'hui, mais moi aussi. Mais donc là, toi, tu fais ça, puis t'as aimé ça?
Parce qu'on l'a dit, t'es un brailliste J'ai adoré ça. inconditionnel. Parce que là, on veut pas parler des passions tout de suite, mais ça s'en vient. Oui. Mais moi, là, une des choses que j'ai trouvée la plus là, tripante là, en faisant de la transcription braille, puis je pense que toi aussi tu l'as vécu, c'est le jour où je me suis retrouvé avec un livre physique moi, j'ai pleuré. dans les oui. que j'avais fait. Oui, ça, c'est fou. Et je vais toujours m'en souvenir parce qu'il était rendu dans les boîtes, prêt à partir pour la BANQ. Oui. Puis j'avais été en arrière, puis j'avais dit, pouvez-vous le sortir, s'il vous plaît? Oui, je veux le voir. Oui. Je veux le Ça, voir. moi aussi, j'avais voulu le voir, puis elle était venue me le Puis il me l'avait sorti, Oui. puis... Et là, j'ai trouvé ça incroyable parce que je me disais, on est parti d'un fichier, là, un petit peu encodé, un petit peu corrigé, tout ça. Mais c'est nous, c'est le technicien braille qui a le dernier mot. Sur la mise en page. Ah, tout à fait, c'est ça, notre là. touch à nous, là, c'est notre touch à nous, puis c'est notre travail, puis hey, c'est moi qui ai fait ça. Et quand j'étais fou, jeune, hein? ça c'est un souvenir qui me revient, quand j'allais emprunter des livres à la bibliothèque, là, puis j'avais le livre dans les mains, là, je trouvais ça donc beau. Mais hein, c'est vrai que c'est beau. Braille. Oui. Hein, c'est vrai que j'avais avec moi, Oui. puis que je pouvais lire quand je voulais, Oui. que ce soit dans un corridor, dans la classe, n'importe où, dans l'autobus. Oui. J'ai toujours trouvé ça tellement beau. Mais c'est vrai que c'est beau. Je trouve encore ça beau. C'est encore beau, oui. Mais puis... ça part de quelque part, là. Oui, vraiment, puis je les trouve encore beaux. Quand j'ai la chance de les voir, je suis tout impressionnée encore, puis je veux garder cette magie-là parce que c'est toujours beau tout ce qu'on continue de faire, puis on sait à quoi ça sert, hein, puis on sait à qui ça va servir. Puis on sait à quel point... Puis on a été étudiants aussi. Exact. On sait qu'on attendait après nos livres quand on était jeunes. Ben oui. Puis que si, admettons, un jour, ça c'est un autre souvenir que j'ai, si j'arrivais en classe, là, puis qu'il y avait un examen cette journée-là, là, j'avais mon examen en braille en même temps que les autres, je pouvais faire mon examen en même temps que les autres. Oui. Il n'y a rien pour battre ça. Ça, c'est sûr. Ça, là. Ça, c'est sûr. Puis il y a des gens qui nous le faisaient. Puis là, on est de l'autre côté de la barrière. Exact. Puis là, c'est nous qui le faisons. Oui. Puis on sait exactement à quel point c'est utile. Et quand, là, après la formation, moi, à l'Institut, il n'y avait pas de poste. Mais il y avait M. Gérard Cessire, qui est mon boss actuel, chez Point par Point. Oui. C'est en transition, mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore Gérard, mon boss. Oui. Et lui avait besoin d'un technicien braille sur le champ. Quand j'ai eu fini la formation. Et Tommy Théberge, qui était le chef du département à ce moment-là, m'avait dit « Appelle Gérard ». Puis moi, je me souviens toujours, j'avais fini la formation le 18 août et j'ai rencontré Gérard le 22 août. Oh! Donc le mardi suivant. J'ai appelé Gérard le lundi. J'ai fini le vendredi, j'ai appelé Gérard le lundi. Le mardi, je rencontrais Gérard et j'étais embauché sur le champ. Wow! Et ça, c'est extraordinaire. Mais j'imagine que, sérieusement, là, dans le CV, là, d'avoir une formation à l'Institut Nazareth et Louis Braille, une formation de technicien braille. C'est très fort, c'est très solide. C'est impressionnant, hein? Oui. C'est solide. Et puis d'avoir un poste tout de suite après dans ce domaine-là. C'est extraordinaire. Et là, ça fait 11 ans, tu sais. Ça fait 11 ans que tu es chez Point par Point. Oui, j'ai commencé en 2006. J'ai commencé là, vraiment au mois d'août 2006, j'ai été embauché. Wow! Donc, bientôt 12 ans que tu es chez Point par Point, que tu fais de la transcription à plein temps. Et une autre anecdote, là, c'est que pour la première fois de ma vie chez Point par Point, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, là, c'est pour ça que j'en parle. Le jour où j'ai eu à faire des états financiers en braille, là. Oui! Que j'en avais jamais consulté moi-même pour mon usage personnel et que j'ai eu à en faire en braille. Là. Oui! J'étais fier. Ben oui, J'ai trouvé ça difficile, j'ai trouvé ça... Ouais, c'est quand même un peu une des affaires peut-être les plus rochantes à faire, là. Oui. Mais j'étais tellement content. Oui, c'est vrai, c'est impressionnant. Puis moi aussi, Mais j'en ai fait des cauchemars, par exemple. Oui, c'est pas amusant à faire, mais on se dit, wow! Parce que je me souviens, j'en avais fait à un moment donné pour une assemblée. Là, je me disais, là, l'assemblée, c'est demain. Puis là, je me disais, après-demain, là, on va peut-être avoir du caca. Je suis sûr que t'en as pas. Il n'y a pas eu de caca. Il n'y a pas eu de caca. Il n'y a pas eu de caca. Non, c'est sûr. Non. C'est sûr. Non. Mais toi, là, Martin, je lancerai pas ça trop longtemps, mais parce que je suis sûr qu'on pourrait aller loin, mais tu penses sûrement comme moi que
le braille ne disparaîtra jamais, là. On en a Ben, besoin du braille. Moi, là, Hein? je me ferai pas d'amis en disant ça. Moi, il y a des gens qui disent qu'on est en train de désalphabétiser les aveugles en n'utilisant que le braille informatique. Et je suis d'accord avec ça. Ouais. Le braille ne doit pas disparaître, ça c'est sûr. Là où je suis peut-être un peu moins en faveur avec les gens, en ce qui concerne l'abrégé, l'intégral, ça, je dirais, ça me dérange moins. Mais le braille, proprement dit, il faut que ça reste. Ben, c'est sûr. Parce que... Moi, je suis capable de lire en braille intégral. Il y en a qui disent, moi, je serais plus capable de lire en braille intégral. Moi, je suis capable. Je trouve que ça va un peu moins vite. Ça va moins vite. Mais Mais je suis je m'excuse, là, je suis encore capable de lire le braille intégral. Ben oui. Puis s'il y avait juste du braille intégral, bon, ça serait peut-être pas un avancée. Je trouverais ça dommage, mais je vivrais avec. C'est ça. Je vivrais avec. Mais pour le braille, proprement dit, là, faire des mathématiques, là, en informatique, juste sur l'ordi, là, Non. c'est impossible. C'est sûr. Excuse, là. Pas en audio non plus. En audio se non plus. représenter, se faire une représentation dans notre tête, une image de Puis il y a une... ce qu'il y a à faire, puis non, faut le voir, faut le... Puis il y a une invitée, là, je crois que c'est Marianne Larivière, mais Dieu me pardonne si c'était pas elle, mais qui me disait ça à un moment donné qu'elle avait été... Elle fait des maths en audio. Oui. Oui. Bon. Et ça, je m'excuse, là, mais c'est pas de donner la chance aux gens Non. de réussir. Non, puis les synthèses vocales nous apprendront pas à écrire, Non. nous apprendront pas l'orthographe. Parce que même C'est- moi, là, il y a un bout de temps que j'ai lu plus en audio. Oui. Et par moi-même, je me suis rendu compte que il me manquait trop d'informations. Oui. Il y avait des mots que je savais pas écrire. Il y avait des expressions que tu sais, Ouais. que moi, je suis visuel. Oui. Ça, j'ai oublié de le dire, hein. Mais ça, moi, je suis visuel. Je suis pas auditif. Je comprends. C'est que moi, là, je Faut vais que tu- retenir plus les choses si je les, j'allais dire si je Je les les vois. vois, mais on se comprend, Ça peut là. être avec les doigts, là. C'est ça. Voir avec les doigts. les doigts aussi, ça marche très bien. Ouais, ouais. C'est ça. Mais je suis visuel, moi. Ça fait que c'est pas vrai que juste en audio, juste avec des synthèses vocales, Exact. c'est pas vrai que ça fonctionne. Oui, puis disons que, je sais pas moi, qu'on veut relire des notes qu'on a prises, puis qu'on veut s'exprimer devant un public, quelque chose comme ça, faut avoir du braille pour le faire. On peut pas l'entendre, puis entendre notre plan, puis répéter après. C'est pas ça. Faut être capable de lire. Puis je pense que c'est ça. Toi, t'es un brailliste convaincu aussi, donc tu dois vraiment être content de faire le métier que Oui, tu fais là. je suis content, mais comme je te dis, j'embarque pas dans les guéguerres. Là, tu sais, Non, moi, non. Le CBFU, moi, je trouve que ça a fait beaucoup de chicanes pour rien. J'allais dire pour rien. Ouais. Mais, tu sais, moi, là, je me ferai pas d'amis. Mais ça fait 14 fois que je le dis depuis. Oh oui, sûrement. Mais les gens vont savoir ce que je pense. Oui. Moi, la première fois que j'ai lu des chiffres Antoine, Oui. j'ai trouvé ça spécial. Moi aussi. Mais ça m'a-tu empêché de comprendre le livre? Pas en tout. Non. Pas du tout. C'est que les guéguerres de chiffres Antoine, là, Non. moi, j'ai pas embarqué J'ai pas embarqué là-dedans dans les jamais. guéguerres non plus. J'ai appris, j'ai mémorisé, puis that's On a it. eu à changer. Toi c'est et moi, tout. ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était technicien braille Non. quand le CBFU est arrivé. C'est ça. Puis en tant que transcripteur braille, on a eu à s'implanter vite, à l'implanter vite. Oui, il a fallu l'implanter sur le champ, là, à un moment donné. Ben oui. Puis on n'est pas mort. Pas Je du pense tout. que personne va mourir pour ça. Ça fait drôle, par exemple, quand on passe j'imagine que ça t'est sûrement déjà arrivé, quand on a quelque chose à livrer dans deux formats différents, disons, en français Oui. puis en anglais, Oui. où on passe des chiffres Louis Braille à chiffre Antoine, Ah oui, mais rapidement, regarde, là, mais ça se fait. là, on fait du Némut, on fait du Ben oui. Weeby. Oui, On n'a pas le choix de C'est- vivre avec plusieurs. plusieurs langages, plusieurs codes Braille. C'est certain. C'est que moi, là, ces guéguerres-là, j'embarque pas là-dedans. Ben non. Je suis un brailliste, je suis convaincu, Voilà. puis je peux être convaincant, C'est ça. mais sauf que non. Moi, là, non. Je m'excuse, là. Ben voilà. C'est ça. Ben justement. Mais là, donc là, on sait ce que tu fais comme travail. Oui. Puis parallèlement à ça, parce qu'on fait pas juste travailler, Non. on fait pas juste travailler, et tu t'as parlé du RAM tantôt, mais il y a un certain moment donné où tu as commencé à t'intéresser au club de loisirs pour Oui. personnes handicapées visuelles. Oui, effectivement.
Ça a commencé comment, ça, pour toi? Est-ce que ça a commencé au RAM ou un peu par après? Ou... C'est sûr que ça a commencé au RAM parce que quand j'ai réintégré le RAM, là, puis que je suis allé au centre communautaire, parce qu'il y a le centre communautaire au RAM, hey, j'en ai connu des gens, là. J'en ai connu en tabarouette. Oui. J'en ai connu de Montréal, puis j'en ai connu de Laval, puis j'en ai connu de Longueuil. Oui. Hein, j'en ai connu de partout. Et c'est là un peu que j'ai connu, que je connais, j'avais entendu parler, mais moi, des fois, ça arrive, là, qu'il faut qu'on vienne me prendre par la main, un peu. Moi, je comprends ça. M'en aller dans un club où soit que je pense, comme au RAM, quand je suis retourné en 2005, là, je pensais que j'allais connaître plus de gens que ça. Puis peut-être que si j'avais su que je connaîtrais peu de monde comme ça, peut-être que j'y serais pas allé. Mais là, j'avais dans l'impression que je connaissais... Tu connaissais tout le monde? Tout le monde, puis c'était faux. J'en ai connu beaucoup. Ouais. Mais là, après ça, dans les clubs de loisirs, là, je me disais, ouf, faut que je connaisse des gens. Parce que j'étais peut-être un peu plus gêné qu'à l'époque. Oui, mais c'est ça, en grandissant, des fois, on change un peu. Oui. Résultat, oui, au RAM, là, j'ai connu beaucoup de monde, puis j'ai connu du monde à l'ARS, Oui. à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, et qui m'ont dit, mais pourquoi tu viens pas à l'ARS? Ouais. C'est que à un moment donné, j'ai payé mes cotisations, j'étais dans 4 clubs de loisirs, Oui. plus plus le RAM, et je suis embarqué sur le conseil d'administration du RAM. Puis à un moment donné, je pense que j'étais sur 3 conseils d'administration. T'étais sur plusieurs conseils d'administration à un Oui. moment donné, toi, là. T'étais un peu partout, là. Oui. Puis entre 2007 et 2016, je pense qu'il y a de septembre 2013 à mars 2014 que j'ai été sur aucun conseil d'administration. Oh. Le reste du temps, j'étais toujours au RAM, au RAC, j'ai été sur les 2 conseils en même temps. J'ai été à l'ARS aussi à un moment donné. Oui. J'étais à l'ARS avec toi à un moment donné. Un petit bout de temps, période. oui. Oui. Puis j'ai été président de l'ARS. Oui. 1 an. Je me rappelle. Mais c'est là que j'étais avec toi, là. Oui. Mais ça n'a pas été une année facile. Hein? Ah non. Non, ça n'a pas été une année J'ai facile. lâché avant la fin. Puis- Méchante fille. Puis non, puis moi, je ne compterai pas d'histoire, là. Ça a été une année très difficile. Là, des fois, on me demande si je vais y retourner. Non! Je retourne pas. Non. Est-ce que tu fais partie encore des conseils d'administration maintenant? Aucun. Aucun. Aucun conseil d'administration. Mais tu es quand même actif dans les différents clubs. Je suis actif dans les différents clubs au même titre titre de que membre. n'importe quel membre. C'est Quand ça. ça me tente d'y aller, je suis membre, je reçois les bulletins, puis je m'inscris si j'y vais, Voilà. si je veux y aller ou pas. Ouais, voilà. Je comprends. Ouais. Mais là, c'est peut-être moi qui se fera pas d'amis, mais c'est pas facile. Hein? Quand on commence à vouloir embarquer sur les conseils d'administration, on se dit on va peut-être pouvoir faire bouger les choses, apporter des idées nouvelles, être un petit peu du sang neuf. Mais c'est pas si simple que ça de faire Non. bouger les choses, hein? C'est pas si simple que ça. On s'en rend compte, Oui. puis on se le fait dire. Ouais, puis il me semble que ça enlève un peu d'enthousiasme. Mais à ça ce moment-là. enlève beaucoup d'enthousiasme. C'est ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, là. Parce que moi, à l'ARS, je veux pas faire le procès de l'ARS, mais à un moment, l'année que je suis arrivé comme président, il y a beaucoup de gens qui se sont retirés. Puis ça, c'est leur droit, là. C'est des gens que ça faisait 15-20 ans qu'ils étaient là. Ouais. C'était dans leur droit de se retirer. Et je sais que, parce que moi, j'ai été 3 ans sur le CA de l'ARS avant d'être président, et on disait beaucoup, ça prend de la relève, ça prend de la relève. Ouais. Mais Quand la relève arrive, elle n'a pas nécessairement la place qu'elle devrait avoir pour assurer une relève. ouais. Puis ça, ça donne les résultats qu'on connaît un peu maintenant, pas juste à l'ARS. Non, partout, non. Où on a quand même des conseils d'administration avec des gens qui sont vieillissants, Oui. qui manquent des fois un peu d'idées, qui savent plus trop quoi offrir Ou qui comme tiennent à activité. conserver ce qu'ils ont toujours connu. Ou... Oui. Ouais, Mais qui ne répond pas nécessairement aux plus jeunes. c'est sûr. Parce que les plus jeunes, on ne sait plus sont où. On ne sait plus ce qu'ils font. Alors, C'est vrai. c'est pas évident. Pour l'avoir vécu, c'est pas juste une question de relève, là, c'est une question qu'à un moment donné, on ne sait plus
quoi offrir. C'est sûr, c'est certain. Puis on veut les intéresser, les jeunes. On veut qu'ils embarquent dans les clubs, mais on leur offre quoi? Puis est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce qu'ils en veulent? Ouais, c'est ça. La réponse, la question se répond pas aussi facilement. C'est sûr. Mais là, donc, ça, est-ce que la vie sociale des personnes handicapées visuelles, les clubs de loisirs, est-ce que tu calculerais ça dans tes passions? Parce que là, je veux t'amener là, parce que il y en a long à dire sur tes passions. Est-ce que ça fait un peu partie, ça, de ton petit côté de vouloir faire bouger les choses, puis de vouloir t'impliquer auprès des gens? Est-ce que ça fait partie de tes passions? C'est sûr que ça en fait partie. Étant handicapé visuel moi-même, c'est sûr que ça aide. Hein? On veut que... Ben, tout à fait. Oui. Ne pas oublier que j'aurais voulu probablement travailler dans le travail social. Ben c'est ça, c'est pour ça que j'avais comme l'impression que... C'est tous des métiers qui m'auraient intéressé. Oui. Sauf que, bon, les choses se sont pas passées toujours comme j'aurais voulu. Mais oui, ça ressort, ça, à un moment donné. C'est ça, hein? Oui. Et j'ai toujours aimé parler, puis je pense que j'ai toujours aimé écouter aussi. Oui, t'as toujours eu une bonne écoute. Même en tant qu'ami, moi, on veut tous avoir un Martin Chouinard comme ami. On veut tous avoir... c'est sûr, parce que t'as une bonne écoute, t'as une bonne logique aussi. Puis t'es de bons conseils parce que t'es posé, t'es réfléchi. Et puis, on aime ça te parler parce qu'il me semble qu'on se sent allégé de 500 livres après, là, parce que c'est comme... Ouais, ben... On se sent appuyé, on se sent, je sais pas, écouté, épaulé. Donc, t'aurais eu ta place dans n'importe quel métier social. Mais oui, tu t'aimes parler et écouter. C'est vrai, ça. Ben, ça va de soi. Pour moi, ça va de soi. Puis, bon, c'est le fun que tu me le dises. Puis, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui me le disent, mais je le fais pas pour me le faire dire. Mais, par contre, à un moment donné, je me disais, tabarouette. Des fois, on a des conversations entre amis ou entre personnes qu'on rencontre. Puis tu sais, des personnes, des fois, qu'on rencontre, puis ça clique, puis on se met à jaser, puis on se connaît pas depuis longtemps, là, puis on se raconte nos vies, puis je me disais, ça serait le fun que ça serve, que ça soit enregistré, puis que ça serve. Moi, des fois, là, ça, depuis que je suis jeune, des fois, je m'imagine que on est filmé, qu'on est enregistré, puis que en n'importe quel temps, n'importe quel lieu, on pourrait comme pitonner sur notre ordinateur personnel, là, puis revivre ces moments-là, tu sais. Oui, mais t'as toujours simulé ça, puis quand t'étais petit, ben moi, c'est ça, ça me fait sourire parce que on faisait ça tous les deux, on s'enregistrait. Mais toi, particulièrement, moi, je l'ai fait, j'étais petite fille. Mais toi, tu l'as fait longtemps. Je l'ai fait très longtemps. Tu nous enregistrais, puis souvent à notre insu, faut le dire. Ouais. C'était drôle. Mais moi, je vous le dis, il m'a joué des tours extraordinaires, puis je savais pas que j'étais enregistrée, puis mon Dieu, j'avais l'air d'une vraie folle. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça réel. Je suis sûre que non, puis je suis soulagée. Tu t'aimais ça aussi? On jouait à des émissions qui existaient déjà. Oui. Parce que t'étais très attentif, t'écoutais déjà beaucoup d'émissions de variété ou des talk shows ou des... Oui, puis je m'arrêtais à des détails. Ah, des détails, c'était incroyable. Je pense que t'aurais aimé voir les bloopers de toutes les émissions. Les bloopers, ça m'a toujours fait rire. Oui. Mais comme on n'en présente pas tant. Non, c'est ça. Moi, je m'en inventais. T'en inventais, puis tu t'imaginais, puis je me rappelle, ça me faisait rigoler, mais tu t'imaginais si une telle animatrice s'était enfargée dans sa robe ou dans des fils, ou si elle était dégringolée d'un escalier. Des problèmes de micro. Puis, mais des vêtements mal agencés. T'as toujours imaginé des technicalités qui fonctionnent pas bien ou des trucs, puis comment... c'était toujours problématique. Puis de voir comment les animateurs réussiraient à se tirer d'un mauvais pas. Parce qu'en direct. Hein, en direct, on imaginait que c'était du direct. Puis comment ils allaient se tirer d'un mauvais pas impromptu.
Oui. Je me rappelle de ça. Et puis je l'ai fait avec d'autres aussi, hein. Ben oui, c'est sûrement. Moi, je me souviendrai toujours, je le faisais avec une de mes voisines en Abitibi. Hey, ça date pas d'hier, là. Ça date pas plus d'hier, là. Hein? Et oui, c'est vrai, j'ai toujours fait ça, enregistré. Tu jouais les reporters Oui. ou les intervieweurs ou Oui. les trucs comme ça. Oui. Donc, on n'est pas surpris, là, de te voir avec ta propre émission. Moi, je me rappelle qu'on a joué, pour ne pas la nommer, toi et moi, on a beaucoup joué à Blablabla. Hein? Quand il habitait chez moi. Ah, puis blablabla, là, oui. faut que je le dise, parce que, bon, quand je suis arrivé à Longueuil, là, j'ai été à des émissions de télé. Oui. C'était ça, mon trip. Je me disais, je vais aller voir comment ça se passe en télé. Je vais sûrement voir des choses Des qui choses marchent mal. qu'on voit pas à télé, justement. Ouais, quand l'arrière du décor. Tu sais. Ben oui. Et blablabla, je suis allé souvent. Oui. Je suis allé très souvent. J'aurais aimé ça. J'ai pas eu la chance d'y aller avec toi, mais je sais que toi, tu y allais régulièrement. Oui. Oui. Et quand l'émission était déménagée à Montréal, je suis allé très souvent. Oui. Et puis oui, blablabla, Claire Lamarche. Claire Lamarche, oui. Adlib, Oui. Jean-Pierre Coallier, puis tout ça. Sonia Benezra, t'étais-tu allée? Oui, je suis allé à aussi, Sonia je pense. Benezra, oui. Oui, ça, je suis allée une fois. Ah oui, t'étais allé Une fois, oui. Ben donc, l'envers du décor, ça t'a toujours intéressé, donc on est content de te voir de l'autre côté maintenant. Oui, ça m'a toujours intéressé parce que je me disais, bon, il y a des émissions en direct pendant lesquelles il peut arriver des trucs. Ouais. Puis je me disais, il y a l'aspect quand c'est préenregistré. Puis je me dis, Où on peut tout contrôler, là, puis... combien de temps à l'avance c'est enregistré? Ouais. Puis je me souviendrai toujours qu'une fois Claire Lamarche, elle avait dit, ah là, faut pas dire ci, faut pas dire ça, parce que tu sais, on préenregistre. Puis, C'est ça. Puis ça me fascinait. Oui, c'était vraiment... Et je me rappelle, quand tu habitais chez moi, quand tu revenais d'un enregistrement comme ça, Ah oui, je te demandais toujours de me raconter comment ça s'était passé. Et tu partais, là. Je suis content que tu dises que tu me demandais, parce que moi, je suis sûr que je t'ai sûrement cassé les oreilles avec ça. Mais moi, ça me fascinait autant. Okay. Donc, ça me cassait pas les oreilles parce que moi aussi, tu sais, j'ai fait 10 ans de radio, puis bon, la radio, ça m'a toujours fascinée. J'appelais dans tous les postes de radio quand j'étais petite, puis j'écoutais les animateurs. Ça m'a toujours fascinée. Donc, ce que tu me racontais là, c'était un aspect que moi, je m'étais pas arrêtée à aller assister à des émissions beaucoup. J'en avais déjà fait moi-même avec ma famille, mais à part ça, je n'étais pas allée en voir beaucoup. Donc, moi, je te le demandais, puis ça me cassait pas les oreilles, mais oui, quand on te demandait ça, on appuyait sur play. Et là, ça partait. mais c'était beau de te voir. Et puis, est-ce que d'avoir assisté à plein d'émissions comme ça, est-ce que c'est comme ça que ça t'a donné le goût de créer ta propre émission? Ben, d'aller assister puis d'en écouter beaucoup. Oui. Ouais. Parce que, bon, tu sais, bon, là, ça paraît un peu... ça paraît quand même un peu farfelu, là, de la façon qu'on en parle, parce que... Ben, faut que ça parte de quelque part. Oui, mais, tu sais, quelque part, je perdais pas mon temps, là. J'allais pas là juste pour niaisoter, là. Non. Bon, est-ce qu'elle va être mal apprenait. mal coiffée? Oui, ça faisait partie de ce que tu retenais quand même. Oui, mais... ça faisait partie, mais c'était plus que ça. Oui, ben, tout à fait. Oui. Il y avait quelque chose quand même de constructif dans mes expériences. Ça t'a beaucoup appris, je pense. Oui, ça m'a beaucoup appris. J'ai rencontré des artistes aussi. Oui. Parce que moi, j'aimais ça, aller rencontrer des artistes. Après l'émission, je restais. Mm-hmm. Puis Madame Ouimet, là, oui. elle est très gentille. Oui. Moi, chaque fois que je la rencontrais, elle était toujours contente de me voir. Wow. Puis là, je disais, elle disait, veux-tu venir rencontrer, mettons, Roger Léger? Puis elle m'amenait, tu sais, elle m'amenait le voir, là. Puis elle disait, tu sais, Roger, je te présente Martin. Eh, wow! C'est gentil, ça. C'est indescriptible, le feeling que ça fait. J'imagine. Wow. Ça résultat, ça, tout ça mis ensemble, là. Moi, je me souviens, il y a une émission que j'écoutais, c'était l'émission de Michel Jasmin. Oui. Michel Jasmin, il faisait des longues entrevues. C'était génial. Quel intervieweur, Michel Jasmin. Je pense que ça m'a beaucoup inspiré. J'ai pas la prétention d'avoir les talents d'intervieweur de Michel Jasmin, là, mais ça m'a inspiré.
Mais je te comprends parce C'est que quel intervieweur quand même. D'avoir quelqu'un là pendant 1 heure, tu sais, devant lui puis de le questionner là. De le questionner, puis c'est ça, il faut trouver les bonnes questions, puis il faut s'ajuster. Il y en a qui jasent beaucoup, il y en a qui parlent moins, il y en a qui... Il y en a Puis- qui mettent des restrictions. Ben, en tu sais. plus, ben, franchement, tu le fais très, très, très bien, hein, puis t'es vraiment à ta place. Puis... Donc, c'est comme ça que t'as fini par avoir envie de... Puis est-ce qu'il y a un petit peu aussi je sais pas, moi, je suppose un peu, là, je fais des suppositions, mais le fait d'avoir voulu un petit peu faire bouger les choses, puis cette passion-là pour les émissions, tout ça, si on met tout ça ensemble, Oui, si on met tout ça ensemble, là, ça finit par donner connaissez-vous. ça a fini par donner connaissez-vous. Quand j'ai fini mon mandat de président en 2016, ouais, en mars-avril 2016, bon, là, je voulais plus être ni président ni sur le CA, là, c'était comme, je voulais prendre une pause de ça. Mais, par contre, je me suis rendu compte, pas longtemps après, que j'avais beaucoup de temps. Oui. Puis que mon temps, fallait que je l'occupe à quelque chose que je voulais agréable et utile, je le souhaitais. Et à un moment donné, là, ça va paraître sans lien, mais je vais quand même le dire. J'ai connu un podcast de Mike Ward. Oui! Et là, Mike Ward, vous êtes bien libre de l'aimer ou pas, là. Mais lui, il recevait des humoristes et c'était des entrevues pas trop préparées, puis ça jasait de n'importe quoi. Et ça m'a inspiré. Ouais! Ouais, ça m'a beaucoup inspiré parce que j'ai dit, me semble que moi aussi, je pourrais faire un podcast avec des gens. Pas trop, tu sais, pas une entrevue trop au sérieux, tu sais, trop préparée. C'est très amical, là, ce que tu fais. Oui. C'est très... Et c'est là que vraiment l'idée de Connaissez-vous m'est venue. Et j'en ai parlé avec quelques personnes, puis tout le monde me disait, ah oui, tu sais, ça... Oui, puis... Puis j'avais des gens qui ont accepté. Et qu'est-ce qui t'a décidé sur qui tu allais interviewer? Autrement dit, sur le sujet qu'allait avoir ton podcast, qu'est-ce qui t'a décidé à ça? Ben, ce qui m'a décidé, là, c'est que, bon, forcément, je sortais de plusieurs années de conseil d'administration pour des organismes de non-voyants. C'est que je me disais que c'était un domaine quand même que je commençais à connaître et que j'allais avoir des gens sûrement qui allaient accepter de venir partager leur vécu. Oui. Mais je me disais, moi, souvent dans les non-voyants, on se dit, ah oui, telle personne, je la connais. Mais est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on la connaît vraiment? Tant que ça. Oui, c'est ça. Hein? Puis quand on se met à parler autour d'une table, là, tout le monde de notre pathologie, puis de nos problèmes de vision, puis tout ça, c'est bien intéressant. Mais est-ce qu'on s'en souvient, tout le monde, de c'est quoi le problème d'un tel, puis tout ça? Ben non. C'est que je me suis dit, Moses, on fait des entrevues, on les enregistre, on les met en ligne sur YouTube, sur mon site Internet, puis on peut s'y référer. Mais c'est très vrai, parce que ça va rester. Ça là. va rester aussi longtemps que je vais décider que ça va rester. Et ben, j'espère que tu vas décider que ça va rester là éternellement, puis j'espère que tu vas le faire longtemps, parce que moi, je prends quelques secondes ici pour te lever mon chapeau, vraiment te féliciter, parce que je pense que avec ton émission, tu donnes beaucoup d'espoir. Je pense que tu donnes beaucoup d'espoir à la communauté déficiente visuelle parce que tu interviews des gens inspirants, des gens qui ont fait de grandes choses avec des limitations qui parfois peuvent peut-être donner l'impression qu'on peut pas faire beaucoup avec des limites. Mais toi, tu viens prouver ici le contraire. Tu interviews des gens qui ont fait beaucoup avec parfois parfois plusieurs limitations. Puis je pense que ce que tu présentes, c'est inspirant et ça peut peut-être donner à d'autres personnes qui ont peut-être pas osé, je sais pas moi, réaliser certains de leurs rêves parce qu'ils se disaient ben là moi j'ai des handicaps, j'en ai un ou plusieurs, puis là je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Puis en écoutant Connaissez-vous, ben les gens peuvent peut-être se dire hey,
je suis pas plus niaiseux ou niaiseuse qu'un autre. Pourquoi moi, je le ferais pas? Pourquoi moi, je tenterais pas ma chance? Pourquoi je l'essayerais pas? Moi, je pense que tu insuffles avec ton émission beaucoup d'espoir aux gens de réaliser leurs rêves puis d'y croire. Puis moi, Martin, j'espère que tu vas continuer longtemps. Je te félicite. Moi, là, je vais continuer tant qu'il y a des gens qui vont accepter de le faire. Ouais. Autant. Je donne des cues j'allais dire, du métier d'émission, là, mais c'est pas bien dit, mais en tout cas, moi, des fois, je peux en enregistrer 3-4 dans la même semaine, des entrevues. Mm-hmm. Je vous les passe une par semaine. Ben oui, pour faire durer le plaisir. Faire durer le plaisir, mais si j'en fais 4 dans la même semaine, là, c'est loin d'être... c'est pas une corvée, là. Ben non. Tant que je vais avoir des gens qui vont accepter de le faire, là, je vais le faire. Ben c'est extraordinaire. Puis moi, je veux te remercier encore une fois pour cette émission-là et de m'avoir permis de t'interviewer. Je pense qu'on arrive à la fin, mais on aurait pu continuer longtemps. Je t'entends souvent dire ça à tes invités, puis je comprends vraiment ce que ça veut dire, parce que dans le fond, passer 1 heure avec des gens inspirants, c'est bien court, mais c'est pas grave. Tu vas peut-être pouvoir faire des tomes 2 des fois là avec certains, puis ben, peut-être qu'avec toi on serait capable. Mais en tout cas, Martin, merci de m'avoir permis de te recevoir à ton micro. Hein? Et puis, est-ce que tu as un petit quelque chose à ajouter avant qu'on conclue? Oui, je voulais dire tout d'abord que au départ, connaissez-vous, c'était un projet que je voulais faire de façon très autonome. Mm-hmm. Mais je me suis C'est vrai, tu fais pas ça tout seul quand même. Je fais pas ça tout seul. Je voulais le faire le plus tout seul que je voulais, le plus sans aide. Mais tout seul, je n'y arriverais pas. C'est vrai, puis j'ai zappé là-dessus, puis je suis vraiment désolée. Non. Stéphane, désolé. Non. Mais t'as un bon coéquipier avec toi. Là. J'ai un excellent coéquipier qui est là à chaque semaine, là. Parce que moi, comme je vous dis, je peux enregistrer plein d'entrevues, mais au moment de les mettre en ondes, là, il y a un petit peu de montage à faire, il y a des trucs, là. Puis les mettre en ligne. Il y a de la technique quand même. Oui, il y a de la technique, puis je me suis rendu compte, là, que ça demandait beaucoup. Il y a tellement de détails, là. Tu sais, moi, j'ai parti acheter le domaine, acheter, tu sais, l'hébergement. Il y a un paquet de détails. Mettre tout ça en ligne, là, mettre toute la technique, là. Oui. S'assurer que ça sonne pas pire, puis tout ça. Parce qu'on enregistre chez les gens, hein, la majorité du temps, là. Ben oui. On enregistre n'importe où, là. C'est selon l'endroit dont les gens disposent pour, pour s'installer, puis tout ça, là. Tout seul, là, je pourrais pas. Là, faire ce qu'on fait aujourd'hui, là, ça, c'est la partie le fun. Oui, c'est ça. Mais Stéphane, lui, il se tape la partie la plus... Stéphane, il se tape au minimum là 1 heure certains par semaine. C'est juste là de choses là récurrentes. Oui, ben oui. Minimum. Mais ça, c'est tellement important. Les techniciens sont aussi importants que les gens qui sont à l'avant. Hein? C'est sûr. Puis, mais je pense que tu l'as déjà interviewé, Stéphane. Oui, je l'ai interviewé. C'est l'émission numéro 13. Stéphane Pilon. Si jamais vous voulez aller... il y a une voix magnifique. Oui, ça c'est sûr. Franchement, il a une très belle voix. Je l'ai toujours dit. C'est lui qui fait la présentation de l'invité de la semaine d'après, les informations qui reviennent à chaque semaine. C'est lui qui a enregistré ça. Oui. Il a une très belle voix, mais il a beaucoup de talent. Il fait de la musique. Il est capable d'enregistrer des bandes là, des musiciens. Mm-hmm. Et oui, Stéphane a beaucoup de talent. Donc, c'est avec lui que... C'est le travail que vous faites tous les deux qui donne ce que nous, on a le plaisir d'entendre chaque semaine. Oui, effectivement. Puis comme je le dis, je le répète, là, tout seul, ça serait impossible. Ben, c'est pour ça que vous le faites à deux, hein, puis mais c'est pour ça qu'on le fait à deux, mais oui. Il est pas payé, là. Non. Hein, il fait ça parce que... Mais vous êtes des passionnés qui se sont mis ensemble pour le faire. Oui. C'est ça que ça donne la passion. Stéphane a embarqué dans le projet. Et Stéphane, après ça, propose des affaires. Puis je me dis, ouais, mais Stéphane, t'es sûr que tu veux qu'on s'embarque là-dedans? Parce que ça va te demander plus de travail, ça va te demander plus de temps.
Puis il dit non, il n'y a pas de problème. Il dit je veux le faire, ça va être le fun, ça va être cool, puis tout ça. Puis, Wow! C'est génial! En tout cas, nous, on s'en plaint pas. Hein, puis on vous remercie tous les deux. Puis nous, on s'en plaint pas parce que ça nous permet de connaître encore mieux les gens qui y a autour de nous. Puis encore une fois, Martin, merci de continuer à le faire. Puis moi, je sais pas, je passe un petit message, là, mais les gens, là, si vous avez été approchés par Martin, là, ceux qui ont été approchés par Martin, puis vous hésitez, je sais pas si je devrais, puis mais j'ai peut-être rien à dire. Puis dites-vous que si vous approchez, c'est parce que ils pensent que vous avez quelque chose à apporter, puis vous avez quelque chose à dire. Alors, n'hésitez pas, soyez pas gênés, c'est pas gênant du tout. Puis c'est tellement, tellement agréable. Et ça va servir. Oh oui, ça va servir. Ça sert vraiment. Parce que c'est vraiment le but. Ben c'est le but, puis moi je pense vraiment que ça le fait, puis ça allume peut-être des petites flammes dans la tête de bien des gens. Alors, je pense que c'est ici que ça se conclut pour cette semaine. Alors, on vous invite à revenir la semaine prochaine pour une autre édition de Connaissez-vous.